Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, le plateau du duel s'installe ce dimanche 29 juin 2025. Vous savez bien que chaque dimanche, on essaie de décrypter avec les camps opposés. On revient justement sur ce qui fait l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on abordera aussi deux questions qui ont marqué l'actualité cette semaine. Vous restez qu'on ne peut pas rester ici sans parler justement de cette actualité en rapport à la sortie de l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau et des mines, Paulin Akpona, qui, suite à sa sortie du 21 juin, a été est sorti du gouvernement le 26, le jeudi dernier. Donc nous allons en parler ici, secondo de la question orale sur les salaires du président de la République, une démarche du parti de l'opposition qui veut justement voir clair en ce qui concerne le salaire du président de la République ainsi que des ministres et d'autres personnalités également qui occupent d'autres postes en République du Bénin. Pour en parler, mesdames et messieurs, sur ce plateau, ils sont déjà là, deux invités. Ruben Abadagan, il est ingénieur, génie civil, et justement un membre du parti des Foscori pour un Bénin émergent. Ruben Abadagan, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'accepter cette invitation ce jour. C'est moi. Alors, avec vous, on reviendra justement sur ces quelques questions qui ont marqué l'actualité cette semaine en République du Bénin. En face de Ruben ce dimanche, c'est bien sûr Dr Mohamed Awali Akintola. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour à nos téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation. C'est un honneur. Mesdames et messieurs, je rappelle que Dr Mohamed Awali Akintola, il est spécialiste des sciences politiques et porte-parole du Parti Renaissance du Bénin. Nous allons, sans donc plus discourir, aborder le premier sujet sur ce plateau. Aujourd'hui, limogeage du ministre Paulin Akpona, qui n'appartient plus au gouvernement. Il a fait une sortie à Parakou. Il a dit des choses aussi graves sur justement son prédécesseur, sans oublier également d'autres acteurs aussi de la localité. Dr Mohamed Akintola, vous avez suivi cette actualité comme tout autre Béninois. En effet, c'est une actualité qui n'a laissé personne indifférent. C'est 2 ou 3 derniers jours. Également l'avalanche de réactions que cela a enclenché. Je veux parler donc du fait que le ministre Akpona a été relevé de ses fonctions et que le parti Bloc républicain auquel il appartient a également publié un communiqué se désolidarisant des propos qu'il a tenus lors de cette sortie politique-là à Parakou. En effet, la vraie question qui se pose, c'est la légitimité du ministre dans ce contexte précis-là à tenir ces propos-là. Bien loin de la véracité ou non de ces propos-là, c'est plutôt la légitimité qu'il aurait. Est-ce qu'il avait, dans ce contexte, la légitimité institutionnelle pour dire ce qu'il a dit? Nous voyons quand même sur les vidéos, les éléments qui ont circulé, qu'il avait une casquette du Parti Bloc républicain. Et donc, on peut supposer qu'il n'était pas en une mission officielle liée à son portefeuille ministériel. Du coup, est-ce que le gouvernement auquel il appartient l'a réellement mandaté pour tenir de ces genres de propos-là en public? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Je crois que la réponse est bien non, sinon que le gouvernement aurait entériné ce qui a été dit ou fait à Parakou. Est-ce qu'il avait une légitimité professionnelle? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, après tout, Maître Akpona, puisqu'il est expert comptable, sait certainement de quoi il parle parce que sur le plan professionnel ou alors il doit développer des capacités tout le long de ses études, sa pratique professionnelle, à détecter de ces genres de choses-là. Mais est-ce qu'il était en train de rendre compte d'un audit financier qui lui aurait été demandé par le président de la République qu'il a nommé ministre? Je ne crois pas. Et même si c'était le cas, lorsque vous faites un travail de ce genre, vous rendez compte à l'autorité ou au commanditaire du travail. Et nous avons écouté le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Dian Hongweji, qui dit que pendant les 6 mois qu'ont duré le ministère de Maître Akpona, à aucun moment, il n'a été envoyé au chef de l'État une fiche ou un rapport d'irrégularité en matière de malgouvernance financière à la tête du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Et enfin, maintenant, la troisième légitimité, c'est celle politique. Est-ce que le Bloc républicain a mandaté le désormais ex-ministre à dire ce qu'il a dit? Je ne crois pas. Parce que, premièrement, cela serait se tirer
les balles dans les pattes, puisque celui qui est d'une manière ou d'une autre indexé est quand même un membre de ce même parti politique-là. Et les guéguerres de ce genre à l'intérieur des partis politiques ne sont pas agréablement exposés à la face du monde et personne n'encouragerait en fait cela. Et bien au-delà même, est-ce que Maître Akpona avait une légitimité politique territoriale pour le dire? Parce que, qu'on s'en souvienne, il relève de la 10e circonscription électorale. Donc ça avec Glazoué et Ouessé. Mais là, il était sur un terrain totalement étranger à la 10e. Il était à Parakou, donc dans la 8e circonscription électorale. Et je ne crois pas, ça je prends des gants pour le dire, il n'est pas porte-parole du parti Bloc républicain. Il n'est pas, parce que quand vous êtes à un niveau de décision, quand vous appartenez à un certain organe de votre parti politique, vous avez une sorte de légitimité territoriale. Mais dans le cas d'espèce, du coup, la question c'est pourquoi? Et ce pourquoi, vous savez, seul lui pourra y répondre. En essayant d'y répondre, on ne ferait que des spéculations et on risque peut-être même de se tromper et d'écorcher la personnalité ou la dignité de la personne dont nous sommes en train de parler. Et dont nous reconnaissons quand même le mérite parce que n'importe qui n'est pas ministre de la République. Et il a tenu quand même la barque de ce ministère-là pendant 6 mois. 6 mois à la tête d'un ministère. Aussi sensible, ce n'est pas rien et surtout pas sous le régime du président Patrice Talon, qu'on est très rigoureux et très pointilleux sur la question de la gestion, de l'efficacité et de la transparence du compte rendu. Son limogeage qui est donc intervenu suite à ces propos-là, parce que de manière directe, il faut dire que le porte-parole du gouvernement l'a quand même reconnu, que c'est suite à cela, c'est quand même des accusations assez graves. Assez grave parce que nous sommes en démocratie. Et la démocratie implique la transparence dans la gestion des affaires de l'État, implique également la redevabilité de ceux à qui nous avons confié la destinée de notre pays. Et dans ce contexte-là, il est vrai qu'on pourrait, dans cette guéguerre politique qui vient d'être lancée, dans ce feu qui vient d'être allumé, supposer à l'avenir que quelque chose d'aussi grave a été dit par quelqu'un qui, qu'on le veuille ou non, est quand même un sommité de la République, et que rien ne soit dit ou que rien ne soit fait. C'est comme si le gouvernement était en train de couvrir de ces malversations-là. Et donc, pour éviter tout soupçon, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, de solidarité envers les autres membres du gouvernement ou autres, ce serait quand même bien que Maître Akpona soit dégagé de cette responsabilité-là pour éventuellement, si le besoin se faisait sentir, répondre et dire avec toute la clarté possible ce qui doit être dit. Une chose qu'il faut retenir quand même, c'est que lorsque vous avez atteint un certain degré de responsabilité dans la société, il y a la discipline du groupe qui vous oblige. Comme on le dit chez nous, lorsque le bœuf qui a été immolé par le boucher est un bœuf malade, il ne revient pas à l'enfant du boucher de le crier sur tous les toits le lendemain. Ça fait la première chose. Encore que la posture intellectuelle veut qu'on ne fasse pas de ces allégations-là comme ça. On a l'impression que le ministre a confondu les contextes. Les contextes, en tant que ministre de la République, en tant qu'autorité, il faut de la tenue et de la retenue. Vous allez finir par tout dire sur la question. Alors, Ruben Abadagan, vous avez suivi Mohamed Akintola sur cette question, le limogeage de l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau, Paulin Akpona. Merci, Monsieur Mathieu. Je salue les téléspectateurs de E-Télé. Avant tout propos, permettez-moi de profiter de votre tribune pour présenter mes sincères condoléances au secrétaire administratif du parti FCBE qui nous a quittés, Monsieur Salmon Ojo, à qui je présente à sa famille et à ses enfants mes sincères condoléances et mes sincères condoléances à toute la famille du parti Force Coripo MBD émergent. Et donc, par rapport à cette question du limogeage du ministre Akpona, je crois que tout le week-end, cette actualité a été le chou gras des réseaux sociaux et moi je vais analyser sur deux fronts. Il y a la forme et le fond. Mon ami Awali a pratiquement dit beaucoup de choses par rapport à la forme, sur la question par rapport à la forme, parce que je crois que en tant que ministre
d'une république, le désormais ex-ministre des Mines et de l'eau et de l'énergie devrait quand même savoir qu'il y a l'obligation de réserve. Et le ministre a fait preuve d'une naïveté en allant déjà devant une population, parce que, rappelons, il s'agit d'une tournée du ministre. Et lorsque vous êtes en tournée en tant que ministre, depuis 2016 à aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon nous a habitués à une certaine discipline au niveau de ces ministres. Donc, lorsque vous allez sur le terrain en tant que ministre pour faire le compte rendu de vos activités au niveau de votre ministère, vous n'allez pas en tant que politique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des postes de conseillers ministres qui, eux, sont rattachés directement au président de la République, qui sont des chargés de mission, qui ne participent pas au Conseil des ministres et qui ont beaucoup plus le volet politique de l'action du gouvernement. Et donc, en tant que ministre de la République, il devait quand même déjà savoir qu'il a l'obligation de réserve. Et lorsqu'on dit ça, il était devant la population de Parakou avec la casquette du parti Bloc républicain. Et moi, j'ai suivi un peu cette déclaration, ces propos. Il y a eu de la démagogie. Lorsque le ministre dit le Bloc républicain, à travers le ministère des Mines, vous apportera de l'eau, mais c'est de la démagogie. Et aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas de parti d'État. Il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent les actions du gouvernement. Donc, déjà, sur la forme, ça pose problème. Et dans le fond, je rappelle à nos téléspectateurs que le ministère de l'Énergie était occupé entre 2016 et 2023 par l'ancien ministre Jean-Claude Ronchou, qui occupait ce portefeuille-là jusqu'en 2023. Et c'est en 2023 que le ministère de l'Énergie a été rattaché au ministère de l'Eau et des Mines, dont M. Adambi après le contrôle, était en poste depuis 2017. Donc, en réalité, le ministère de l'Énergie est venu s'ajouter au ministère de l'Eau et des Mines en 2023, en avril 2023 plus exactement. Et donc, avril 2023, fin 2024, c'est dans cet intervalle-là que le ministre Adambi avait ce portefeuille. Alors, donc, dire en face des populations qu'un fils du terroir avait ce portefeuille et depuis 2016 n'a pas pu faire si. Déjà, ça montre déjà que ce n'est pas crédible ni sincère, autant dans la forme que dans la posture. Et lorsqu'on dit ça, dans le fond, il a porté des accusations très graves. Et très graves. Parce que lorsque vous parlez de siphonnage des fonds publics, mais attention, ce n'est pas seulement le ministre, mais c'est le contrôleur général du ministère des Finances et plein de cadres de l'administration que vous accablez. Et normalement, en tant que ministre en fonction, si vous avez eu des rapports faisant état de détournement, la chose qu'il faut faire, c'est de se rapprocher du chef de l'État pour lui faire part des constats. Des irrégularités encore constatées sur le terrain. Il y a une cellule au niveau de la présidence qui est en charge de cette dénonciation. Vous pouvez, par personne interposée, faire part de vos dénonciations. Mais lorsque devant la population, vous prenez la parole et devant la foule, vous dites que depuis 2016, que des personnes de mauvaise foi ont siphonné le fonds public et vous parlez de dizaines de milliards, je crois que ce sont des propos excessivement graves et ce n'est que normal. Aujourd'hui, vous avez vu, les réseaux sociaux ont pris le sujet et tout le monde demande à ce que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Et donc, si toute la lumière doit être faite sur ce dossier, c'est pour éviter que le ministre ne soit juge et en même temps parti, et parce qu'il y a une dynamique que le gouvernement Talon a mis en place depuis 2016, que naturellement ce ministre a été limogé. Comme ça, il aura l'opportunité quand même de présenter ces preuves-là pour que lumière soit faite sur ces accusations. Parce que, en réalité, il s'agit des contribuables, il s'agit de l'argent de l'État. Et si il a des preuves qu'il y a des détournements, je crois qu'il doit présenter ces preuves-là à la justice, ou carrément la justice doit s'autosaisir de ce dossier pour que toute
la lumière soit faite par rapport à ce dossier. Et ça, c'est par rapport au fond. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait que la justice, à défaut que l'intéressé, celui qui a accusé, porte plainte, Oui. que la justice s'auto-saisit du dossier. Parce que, n'oublions pas, depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a dit faire du combat, de la lutte contre l'impunité, la corruption, le détournement, son leitmotiv. Et nous avons la Cour des comptes, nous avons la criette qui, à chaque infraction économique, applique des sanctions très lourdes. Donc, normalement, nous devons nous attendre dans les jours à venir que la justice puisse s'auto-saisir du dossier et que le désormais ex-ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie puisse quand même apporter les preuves de ces allégations. Voilà. Alors, Mohamed Akintola, vous avez suivi, en tout cas, ensemble à l'unanimité, vous avez dénoncé, en tout cas, hein, le fait que l'ex-ministre porte, en tout cas, sorte et s'exprime de cette façon-là, justement, à la face du monde, hein, parle de cette manière à une république à laquelle, sinon à un gouvernement, j'allais dire, auquel il appartient. Est-ce que pour vous, les circonstances, justement, s'y prêtaient? Non, nullement, parce que, je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, il ne lui revenait pas à lui de le dire, et surtout pas là. Je vous explique. Nous sommes dans une dynamique de développement. Oui. Cette dynamique de développement-là ne peut pas être implémentée au même moment à tous les endroits. Je reconnais que cette délégation était certainement dans un lieu où, espérant peut-être, vu le niveau de développement ou alors le niveau ou la démographie de cette zone-là, espérait peut-être avoir de l'énergie électrique à plein temps ou de l'eau, je ne sais pas trop. Et le ministre en charge de ce portefeuille est surpris par cette réalité-là. Ça peut se comprendre. Est-ce qu'il avait eu déjà à mener pour vous des investigations, une enquête sur le terrain pour savoir justement qu'effectivement il y a de ce manque-là, ce besoin-là? C'est là que je m'en vais dire ce qui suit. C'est que, est-ce que cette zone était censée, dans un plan antérieur, bénéficier de cette électrification ou alors de cette extension en eau potable? Pourquoi ça n'a pas été fait? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Est-ce que des fonds ont été mis à disposition et ces fonds n'ont pas servi à ce à quoi ils devaient servir? Est-ce qu'il y a eu des réajustements dans un plan antérieur de l'électrification de cette zone-là? Ce sont des questions auxquelles moi, je ne peux pas répondre. Non seulement je n'en ai pas la légitimité, je ne suis pas habilité à le faire, je n'ai d'ailleurs même pas l'information. Que cela soit vrai ou faux n'est pas la question qu'il faut se poser. Mais qui doit pouvoir en parler? Et dans quel contexte ça doit se faire? Parce que vous savez, la gravité de ces propos-là va au-delà du simple contentement qu'on espère lorsqu'on leur est dit des populations qui sont devant nous. Vous voyez, ça va au-delà de la démagogie et de l'euphorie du moment. 1. Le ministre gère des ressources humaines qui se comptent peut-être par dizaines ou par centaines. Lorsqu'il a pris le ministère, il n'a certainement pas remanié tout le ministère. Il y a des cadres techniques qui sont là. Lorsque votre patron va sur le terrain et dit quelque chose de ce genre-là, le lundi matin, je doute que vous soyez super motivé à collaborer avec lui, à travailler avec lui. La gravité donc de ces propos-là va dans le sens que le ministère, le fonctionnement du ministère en lui-même risque d'être ralenti à partir de ce moment-là. Parce que voilà notre chef qui sourit avec nous peut-être ici, je suppose, et qui va sur le terrain et dit que pendant des années, tout le travail que nous avons fait avant son arrivée, c'est que nous avons siphonné les fonds de la République. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que lui-même, consciemment ou inconsciemment, aurait crispé l'atmosphère de travail qui est censée lui permettre d'atteindre les objectifs. Premier danger, et qui va en pâtir, c'est tout le peuple. C'est tout le peuple béninois. Ce n'est pas de nature à galvaniser, pas du tout. Deuxième chose, celui dont on parle, ou celui qui l'a peut-être indexé directement ou indirectement, est quand même un fils du terroir. Combien de ces personnes-là qui constituaient l'audience devant lui ont accès à l'information vraie pour savoir si son prédécesseur a réellement fait ou n'a pas fait? Du coup, c'est une manière de livrer à la vindicte populaire sans preuve réelle. Donc,
C'est comme s'il n'y a même plus de présomption. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de présomption Oui. d'actes délictuels ou criminels. Non. Le jugement a été prononcé et puis d'office, on est en train d'annoncer que dans les jours à venir, on répondra d'eux. Vous voyez, même si, là je suis au conditionnel, Oui, allez-y. même si tout cela s'avérait authentique et que dans la réalité, il y a eu de ces genres de choses-là, la tribune, le tribunal, pour en parler, pour passer le jugement, pour condamner, n'est pas celui dans lequel cela a été fait. Et enfin, je l'ai dit, il y a cette obligation de réserve-là. Vous voyez comment les gens ont récupéré ces propos? Propos peut-être dits dans la foulée. D'office, on a commencé à dire, ça veut dire que les gens de la rupture siphonnaient et tout ça. Quel type de ressenti vous voulez que le Béninois lambda ait face à ce genre de problème? Ah, c'est un peu comme quand vous, dans votre posture de journaliste investigateur, vous dites dans un club d'amis que telle autorité a fait telle chose. Vous avez une certaine légitimité naturelle. On se dit, Tout de suite, si c'est lui qui dit ça, il sait de quoi il est en train de parler. Que vous sachiez de quoi vous êtes en train de parler ou pas, on s'en fout. Que vous soyez sous l'effet de la joie ou alors que vous ayez des intentions autres, peut-être que vous voulez susciter au sein de cette audience-là une réaction spécifique donnée ou que vous avez peut-être bu, qui sait. Mais on pensera que vous savez de quoi vous parlez. Oui. Et on dira, je suis sûr, celui qui me l'a dit ne peut pas se tromper. C'est cette posture-là qui est celle du ministre. Donc tout le monde dira, jusqu'à ce niveau de responsabilité-là, il siège au Conseil des ministres chaque mercredi. Vous voyez un peu? Oui, bien sûr. Du coup, ce qu'il est en train de dire là, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais si à la fin on se rend compte qu'il n'y avait vraiment pas de feu, vous voyez la gravité de ces propos-là et combien l'honneur, la dignité, ne disons pas que c'est le cas, mais il y a un processus à suivre lorsque on tient vraiment à la transparence, du compte rendu de l'exercice que l'on a fait des deniers publics. Cela a manqué vraiment de courtoisie, cela a manqué de fraternité. Et cette courtoisie dont je parle, ce n'est pas de la courtoisie entre le ministre Akpona et le ministre Adambi, non, c'est de la courtoisie vis-à-vis même du peuple. Du peuple. Oui, c'était trop brut, c'était trop agressif. Alors, Ruben Abadagan, brut et agressif, hein, justement, ces propos de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à Parakou. Vous avez suivi, en tout cas, tout ce qui s'en était suivi. Est-ce que vous, en votre position, vous ne voyez pas que quelque part, il y a mal donne? Non, mais c'est clair, quelque part, il y a mal donne. Et lorsque vous voyez, vous suivez le déroulement des choses, et déjà, il a fallu que les rumeurs, comme quoi le ministre est en cours d'être débarqué du gouvernement, pour que son parti politique sorte un communiqué pour se désengager. Mais normalement, déjà le même jour ou le lendemain, dans les premières heures après les déclarations des propos de ce ministre, le parti politique devrait déjà sortir. Je suppose que c'était un week-end ou bon. Non, parce que ce qu'il a dit, c'est tellement grave que là, nous sommes face à une situation où le peuple attend de voir si ces déclarations sont vraies ou si sont fausses. Et là, le gouvernement est tenu, soit la justice s'auto-saisit du dossier, ou soit clairement, ceux qui sont accusés portent plainte pour diffamation, et le ministre Akpona devra apporter les preuves de ces déclaration, parce que l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dit lorsqu'on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Le ministre Akpona a manqué de sagesse et de discernement, et je crois que ce qui lui est arrivé doit servir de leçon à l'ensemble de la classe politique, à la jeunesse, ainsi qu'aux futurs cadres, ceux-là qui seront appelés un jour à occuper ces fonctions, que lorsque vous êtes ministre dans une république, vous avez obligation de réserve, et ce n'est pas
tout qu'il faut dire et n'importe comment sur la place publique. Donc c'est une leçon et je pense que ce qui lui est arrivé lui servira de leçon et servira de leçon aussi à l'ensemble des politiques. Et ça appelle aussi au niveau des partis politiques à ce qui concerne la formation des militants. Parce que lorsque vous êtes un cadre, vous êtes à un poste de ministre, il ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que vous connaissez tout. Donc, lorsque vous voulez faire des sorties, il aurait fallu que le ministre se rapproche de son parti ou de la cellule de communication de son parti. On lui aurait dit, non, attention, ces propos, vous ne pouvez pas les tenir, surtout que vous êtes entourné en tant que ministre et non en tant que partisan d'un parti politique. Donc, je crois que ce sont des propos extrêmement graves et à un moment donné, la justice doit s'auto-saisir du dossier pour que toute la lumière soit faite et que le peuple béninois puisse savoir que oui, effectivement, la lutte contre la corruption, contre le détournement est une réalité et continue d'être réalité sous le gouvernement du président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons donc aborder... Vous prononcez une fois encore sur ce sujet. Juste dire que c'est en fait cette sortie a apporté plus de préjudice à la dynamique politique du nouveau départ qu'à toute autre personnalité ou à toute autre faction politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si c'est le gouvernement du président Patrice Talon qui doit répondre de cela. Mais au-delà de tout, vous savez, moi, je ne le vois pas, le remerciement du ministre Akpona comme une fatalité. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, il a fait son temps. C'est déjà bien que le ministre n'ait pas été remercié pour malversation, qu'il n'ait pas été remercié pour mauvaise gestion. C'est déjà une bonne chose. Il demeure, il a toujours été un cadre émérite de la République et continuera son combat politique tout en apprenant des erreurs d'hier. Monsieur Ruben l'a dit, nous en apprendrons tous. Et le chemin continue, il demeure toujours un fils du pays et un cadre qui continuera certainement à servir sous plusieurs autres casquettes ou de plusieurs autres manières la dynamique de développement de ce pays-là. Et c'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre ce plateau de duel ce dimanche 29 juin 2025 pour aborder le second sujet retenu pour ce plateau à travers une question orale adressée au gouvernement. Date du 18 juin 2025. Un groupe de députés conduit par l'honorable Biosika Abdel Kamal Ouassangari a saisi le gouvernement pour exiger des éclaircissements sur les salaires et avantages perçus par ses membres, les préfets ainsi que les présidents d'institutions et les directeurs généraux d'agences publiques. C'est donc de cela, nous allons donc parler en deuxième partie de ce plateau justement ici ce dimanche 29 juin 2025 et nous allons adresser à vous Ruben Abadagan en premier. Vous avez suivi l'actualité. Est-ce vraiment pour les besoins des populations cette démarche? Je crois que la réponse c'est oui. Ça répond à des besoins de transparence, de bonne gouvernance et surtout d'équité, au moins sur le plan du salaire, d'accord, des salaires, des cadres de nos administrations, des ministres et du président de la République. Voilà. Ailleurs, en réalité, cette question ne devrait pas être à l'actualité parce que dès le début des mandats, les salaires sont connus parce que aujourd'hui, le salaire du préfet est connu, le salaire du député est connu, d'accord, le salaire des enseignants est connu, le salaire des cadres sont connus, mais on ne connaît pas le salaire des membres du gouvernement et le salaire du président de la République. Normalement, ça ne devait pas être un sujet qui préoccupe parce que ce n'est pas un sujet, c'est pas si vous demandez aux populations que voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, ils vous diront les questions du pouvoir d'achat, les questions de l'accès à l'eau, les questions de l'accès à l'électricité. Mais il n'en demeure pas moins que pour des questions de transparence, d'équité, d'accord, et de bonne gouvernance, parce que lorsque je suis investisseur, je viens dans un pays, et je vois que, n'importe qui peut montrer la fiche de paie du ministre, la fiche de paie du président de la République, je vois qu'il y a la transparence, et il y a l'équité en ce qui concerne les salaires, et donc, c'est une bonne image que ça renvoie, et une image de bonne gouvernance et de clarté, parce que ça aussi règle des problèmes. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, normalement, il doit
faire la déclaration de ce qu'il a comme bien. Et lorsqu'on connaît ce qu'il doit percevoir comme salaire, à la fin de son mandat, s'il a un train de vie qui dépasse ce qui est connu dans la masse, comme ses émoluments, déjà à ce moment-là, on peut déjà se poser des questions et déjà ça peut attiser l'attention du public à voir la gestion qu'il aurait fait là lorsqu'il était à un poste politique. Donc, pour des raisons de transparence, je crois que la réponse est oui. Et ça ne devait pas être un sujet qui doit être utilisé à des fins politiques. Non, c'est un sujet important. Les Béninois ont besoin de connaître le salaire du personnel politique, le salaire des ministres et bien sûr le salaire du président de la République. Mohamed Akintola, cette question véritablement pour les populations. Pour les populations, je crois que non. Pour la classe politique, oui. Je m'explique. Allez-y. La question a été posée par les députés à l'Assemblée nationale, qui sont les représentants du peuple. Et ils sont dans toute la légalité, la légitimité de le faire. Pour moi, il n'y a même pas de débat sur la question, puisque une question orale adressée au gouvernement, les tests sont clairs au niveau du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement viendra y répondre. Le porte-parole du gouvernement interpellé sur la question, je crois, l'a dit quelque part que oui, ils viendront. Le président également a été une fois interpellé par le parti Les Démocrates sur la question. Donc, wait and see. Il n'y a même pas de polémique autour. Ce qui m'inquiète plutôt, moi, Oui. c'est la finalité de la réponse qui sera donnée. Vous savez, il ne faudrait pas que volontairement, pour juste des objectifs politiques, des objectifs de conquête de pouvoir, qu'on utilise des informations pour manipuler la masse au point finalement d'arriérer le peuple sous prétexte qu'on est en train de le faire avancer. La priorité aujourd'hui est-elle réellement cette information-là? Je pense même d'ailleurs qu'on peut, en tant que député, en tant que si ou ça, aller chercher, quérir cette information-là, là où cela est de droit. Lorsque ce sera fait, vous savez que ce n'est pas la première fois en République du Bénin que cette question se pose. Et ce n'est pas sous le régime du président Patrice Talon que ça a été pour la première fois posé. Ça a toujours été objet de polémiques et autres. Une avancée notable qu'il faut quand même savoir du régime du nouveau départ, c'est que par le passé, on avait un salaire connu et plein d'émoluments qui sont décidés dans les coulisses, on ne sait jamais. Et le salaire, il est rachitique. Mais vous avez plein de primes par ici, par là, qui ne sont peut-être parfois pas méritées. Aujourd'hui, il y a une sorte d'unicité du traitement financier qui est fait aux membres de l'administration publique qui ont des fonctions politiques. Et ça, c'est déjà une grande avancée. Quelle est la réelle intention de nos députés à l'Assemblée nationale en posant la question? Parce que lorsque nous sommes en train de parler de pouvoir d'achat, la vie est chère, le panier de la ménagère et tout ça, et qu'on s'amuse avec des chiffres du genre, et quand vous faites le cumul de tous leurs salaires, ça fait tel nombre de dizaines de millions, on a tendance à vouloir créer une sorte de révolte. Parce que l'individu lambda fera une comparaison de son niveau de vie et l'autre, et mettra ça sur le palais de « il est béninois, je suis béninois ». Or, un homme, une mission, des moyens. Lorsqu'on confie un travail à des fils de la République, le président Mathieu Kérékou l'a dit, ce n'est pas un travail de bénévolat. Parce que si vous le faites ainsi, Oui. attendez voir ce qu'il vole. Puisqu'il a un niveau de vie à tenir pour la mission que vous lui avez confiée. Et c'est dans cette logique-là, souvent, que les salaires ou les primes des personnalités politiques sont fixés. Dans cet ordre d'idées-là, moi j'invite plutôt les députés qui ont déposé cette question orale-là à l'endroit du gouvernement à savoir faire preuve de sagesse et à savoir manipuler dans l'intérêt maintenant de la population, puisque ce qu'ils ont mis en avant, c'est que cette question elle est posée dans l'intérêt du peuple béninois. Que les réponses à cette question soient réellement manipulées dans l'intérêt du peuple béninois et non dans l'intérêt d'un groupuscule qui veut juste embrouiller pour pouvoir révolter au mieux possible et arracher le pouvoir. Le pouvoir, tout simplement. Oui, Ruben Abadagan, vous pensez justement que ces questions orales sur le salaire
du président constitue justement une priorité aujourd'hui, si nous reconnaissons bien évidemment ces multiples défis oui, auxquels le pays est confronté? Déjà, lorsque vous faites allusion à l'opposition parlementaire, bon, on peut constater que depuis quelques semaines, les vieux dossiers sont réchauffés. Nous avons parlé en temps de la loi sur l'amnistie qui a été réchauffée. Aujourd'hui, c'est toujours le sujet sur les salaires des ministres et du président de la République qui est aussi réchauffé. Bon, ils ont leur agenda. Moi, je ne peux pas les juger par rapport à ça. Et en plus, ils sont dans leur droit en tant que parlementaires et dans leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement de demander à l'exécutif à connaître les salaires des ministres. Mais je crois que en l'état, peu importe les idées à des fins électoralistes et autres, qui peut se cacher derrière ces questions orales. Le gouvernement a le devoir, pour des raisons, je l'ai dit tout à l'heure, de transparence, quand même, de faire connaître à l'opinion nationale ces salaires-là et de les justifier. Parce que, oui, même lorsque vous prenez même déjà le salaire d'un député aujourd'hui, c'est pratiquement 10 fois le SMIC. Et lorsque j'étais dans un forum, quand il y a une fiche de paie des députés qui a circulé, moi j'ai lu les critiques où certains se sont offusqués. Voilà, les enseignants, qu'est-ce qu'ils ne font pas de plus que les parlementaires? Et voilà, le salaire d'un parlementaire à comparer avec le salaire des enseignants. Il y a ce débat qui a animé les réseaux sociaux lorsque le salaire du député est tombé sur les médias sociaux. Et donc, on ne peut pas regarder les critiques, et les débats qui peuvent se faire autour de ces chiffres-là pour occulter cette question. Et lorsque vous prenez des pays comme la France, le salaire du président Macron est connu. Le président de la République en France perçoit 9 millions. Vous prenez les États-Unis, la première puissance économique mondiale, le salaire du président de la République est connu du grand public. Le président de la République aux États-Unis gagne 19 millions de nos francs CFA. De même, lorsque vous allez en Italie, le salaire du président est connu. Le Premier ministre, il est à 11 millions le mois. Donc les salaires sont connus parce que nous avons l'habitude de nous comparer aux grandes démocraties. Et donc, allons-y, allons-y. Quitte à expliquer aux populations, voilà, nous avons besoin de la qualité, nous avons besoin des hommes compétents et un homme, une mission. Et voilà pourquoi à ce poste ministériel, le salaire est si. Lorsque vous allez méthodiquement et pédagogiquement, je crois que le débat ne se pose plus. Parce que je l'ai dit tantôt, c'est important pour des questions d'équité, mais c'est aussi important pour des questions de bonne gouvernance. Et ce n'est pas ça la première préoccupation des Béninois. Il n'en demeure pas moins que c'est important quand même pour que certains n'utilisent pas ça. Comme mon ami Awali a dit, oui, à des fins politiques, il faudrait que quand même les parlementaires puissent quand même briser ce tabou-là. Parce que c'est un débat qui ne date pas de cette mandature, qui ne date pas du mandat du président Patrice Talon. C'est un vieux débat. Et je crois que le président Patrice Talon, qui a promis sortir par la grande porte, doit quand même briser ce tabou-là pour que définitivement, qu'on ne parle plus des salaires des ministres et du président de la République qui constitue un sujet qui alimente les passions. Parce que lorsque vous ne donnez pas les informations, les gens vont s'engouffrer dans ce vide-là et spéculer. Donc, je crois qu'il serait bon que, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit, en son temps, que les parlementaires puissent quand même apporter les réponses à cette question. Oui. Akintola, il faut se comparer aux grandes puissances démocratiques et fait exactement. C'est ce que, en tout cas, estime Ruben Abadagan. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas du tout contre la légalité, la légitimité de cette question-là. Hein, et je suis moi-même intéressé par les réponses que le gouvernement donnera aux députés. C'est leur droit le plus absolu. Ils agissent au nom des populations qui les ont mandatés pour siéger à l'Assemblée nationale. Il est du devoir du gouvernement de donner cette réponse-là dans un souci de transparence, dans un souci de redevabilité, de bonne gouvernance. Je suis d'accord avec ça. Et il faut se comparer aux grandes puissances. Je ne suis pas contre cette réalité-là aussi. J'attire juste l'attention sur le fait que la comparaison ne fait pas forcément raison. On a juste besoin de cette comparaison-là pour raisonner. Et pour raisonner, il faudrait alors faire preuve de discernement et de prise en compte des contexte. La réalité sociologique française, américaine, italienne n'est pas celle béninoise.
Lorsque vous dites à comment on appelle, un Français, que son président de la République perçoit 11 millions de francs CFA, 9 millions, plus exactement. D'accord, 9 millions de francs CFA, ce qu'il voit à côté, c'est sa mission. C'est le travail qu'il a à faire. C'est les prérogatives qui doivent aller avec ce poste-là. Il fait plein de calculs avant de se dire, bon, comparé ou prenant en compte ces variables-là, oui, on peut supposer qu'il est dans les normes, ou alors il a exagéré, ou alors c'est... Donc ça, c'est pas le cas du Béninois, dans la grande majorité. Vous voyez, toutes ces variables-là ne sont pas forcément prises en compte par le Béninois. Et lorsque la flèche a quitté l'arc, il est difficile de la stopper plus tard. C'est en ça que je parlais surtout de traiter les réponses. Ce n'est pas une crainte, en réalité. Parce que quand le gouvernement donnera, ça c'est une question orale, ils vont justifier ça. Et ça va passer. Voilà, tout simplement. Bien sûr, mais oui, mais sur quelle base alors ça ne devrait pas passer? Ce n'est pas une décision à prendre, c'est une décision prise. Et si vous reconnaissez justement que cela peut facilement aussi passer, pourquoi insiste-t-il sur la question? C'est là mon gros point d'interrogation en réalité. Et je me dis, pourquoi forcément ça? Est-ce la priorité aujourd'hui? Quelle sera la suite? Est-ce que quand on nous dira par exemple que tel ministre perçoit tel, et tel député perçoit tel, et tel DG perçoit tel, on finira par dire au gouvernement, non, c'est trop, il faut couper ça en deux, et puis vous prenez une partie de ces sous-là pour faire telle autre chose. Est-ce que c'est la suite logique de ça? Je me demande, au-delà de OK, on a compris, c'est ce que vous percevez, d'accord, c'est compris. Mais je suis certain que ce ne sera pas OK, c'est compris. C'est ce que vous percevez, ce sera bien au-delà de cela. Et puis, n'oubliez pas la période sensible dans laquelle nous sommes. Moi, je dis simplement wait and see et donne un rendez-vous d'ici quelques semaines pour décrypter ensemble, si vous le permettez bien, le traitement qui sera fait des résultats ou des réponses qui seront données. Une chose, c'est que je pense qu'on n'a pas le droit en tant que politique de perturber la paix, la tranquillité psychologique et mentale du Béninois. Nous avons suffisamment de problèmes comme ça pour en rajouter. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il ne faudrait pas embrouiller les populations. Il faudrait avoir de l'honnêteté dans la manière dont nous leur broyons l'information que nous allons quérir en tant que politique, en tant qu'acteurs sociopolitiques. Voilà, alors Ruben Abaragan, est-ce que c'est parce que vous estimez peut-être, l'opposition estime peut-être que le gouvernement n'est pas aussi transparent qu'ils insistent, exigent justement que ces clarifications soient faites? De toute façon, je vous l'ai dit tantôt, l'opposition parlementaire est dans son rôle. Et il revient au gouvernement de trouver la formule qu'il faut pour, dans une démarche méthodique, peut-être cas par cas, expliquer les émoluments des ministres et du président de la République. Vous savez, le Bénin, il y a 20 ans, n'est pas le Bénin aujourd'hui. Vous savez, il y a la vie qui coûte de plus en plus cher et les réalités d'hier ne sont pas forcément les réalités d'aujourd'hui. Donc, il revient au gouvernement pour des questions de transparence. Parce que moi, je ne peux pas me dire, je suis enseignant, mon salaire est connu, je suis un cadre A du ministère. Et dans tel ministère, mon salaire est connu, le secrétaire général, son salaire est connu, mais le ministre, personne ne le connaît, on spécule. Vous vous rappelez, il fut un temps où on annonçait des chiffres allant jusqu'à 16 millions. Et le président de la République a dû démentir ces chiffres. Vous voyez? Donc, pour des questions quand même d'équité, il serait bien de trouver la formule qu'il faut pour répondre à cette question et quand même permettre au peuple, à la population de passer à autre chose parce qu'il y a plus important en ce moment. Et je crois que je rejoins mon ami Awali par rapport à la question de la paix parce que de quoi nous avons besoin aujourd'hui, la paix, le pain, et c'est le plus important pour notre pays. Travaillons toujours pour maintenir la paix, la cohésion dans notre pays, et travaillons aussi pour que la question du développement, de la bonne gestion soit une réalité et le leitmotiv de nos gouvernements. Et pour des questions de transparence et de bonne gouvernance, il est important que le gouvernement puisse répondre à cette question et que le peuple béninois puisse se faire son avis à la suite
des réponses du gouvernement. Oui, bien, ils sont dans leur droit, vous l'avez dit, mais vous avez suivi aussi Awali tout à l'heure qui disait justement, oui, qu'il y a peut-être d'autres canaux par lesquels ils pouvaient passer par pour avoir juste des précisions sur cette question-là, justement, mais le moment la période, justement, c'est de cela. Il est question, Ruben Abadagan. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date depuis le début du mandat du président Patrice Talon. Il fut un temps, j'ai suivi une émission de M. Jean-Baptiste Elias où la question est revenue sur le tapis. Et la question de la déclaration des biens de ceux qui sont nommés à des postes politiques, la question de la déclaration des biens des députés et autres. Voilà, donc ce sont des questions qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et je crois que dans la volonté du président de la République de sortir par la grande porte, de laisser une trace dans l'histoire politique de notre pays, il est important quand même de régler, d'en finir avec ce tabou. Je l'ai dit, qui ne date pas de ce gouvernement, c'est une question qui date. Nous avons eu droit à cette question sous Boni Yahi, nous avons droit à cette question sous le président Patrice Talon. Je crois que le président Patrice Talon, dans une volonté, dans une dynamique de faire les choses différemment, doit quand même pouvoir apporter une réponse claire par rapport à cette question pour que tout le monde soit situé sur combien gagnent nos ministres et combien gagne le président de la République. Si vous restez conscient que ça peut sortir la réponse appropriée, bon, et qui ne va pas faire écho, pourquoi alors insister là-dessus aussi tant? La réforme, je prends l'exemple, la réforme du système partisan, oui. Tout le monde ne l'a pas partagée. Et pourtant, aujourd'hui, la réforme est une réalité. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, il faut briser le plafond de verre et voilà, et qu'on puisse passer à autre chose parce qu'il y a plus important aujourd'hui, en ce moment, et nos populations attendent des politiques, des sujets très importants et il ne faut pas traîner par rapport à cette affaire et répondre au moment opportun pour que nous puissions faire nos analyses par rapport à combien gagne un ministre au Bénin et combien gagne le président de la République. Docteur Mohamed, est-ce qu'on peut donc dire peut-être que c'est une manière de distraire le peuple aussi? Aujourd'hui, la population attend mieux de ces députés à l'Assemblée nationale qui, chaque fois, s'attardent sur cette question. Vous m'avez arraché le mot, en fait. Ces questions, pour moi, sont des questions de distraction. Hein. Nous avons plus important à gérer, nous avons plus utile pour le pays à décortiquer. Mais cela n'en demeure pas moins un droit. D'accord? Oui. Un droit des députés à l'Assemblée nationale. Ils exercent ce droit-là et personne ne peut dire non à cela. Au gouvernement de faire également le sien. Et comme l'a dit M. Ruben tout à l'heure, le parti, les démocrates, a son propre agenda. Voyez, et les députés démocrates à l'Assemblée nationale ont leur propre agenda qu'ils sont en train de dérouler. C'est leur droit le plus absolu, la République le leur confère, la population le leur confère, et puis moi je dis simplement bon vent. Tout simplement. Alors, nous allons devoir fermer les portes et fenêtres de cette émission ici ce dimanche. Ce dimanche 29 juin 2025, sur ce plateau du duel, Ruben Abadagan. Si on vous demandait peut-être de conclure cette émission sur les deux sujets que nous avons abordés ici, que diriez-vous aux téléspectateurs, à toute la population en général? Bon, pour conclure le débat, j'aimerais inviter le ministre Apuna à apprendre de son erreur et a véritablement saisi l'opportunité du fait qu'il n'est plus aujourd'hui à un poste ministériel et qu'il n'a plus le droit de réserve pour quand même montrer véritablement qu'il ne s'agit pas d'une affabulation et que cette déclaration se base sur des preuves. Comme ça, ça pourra quand même éclairer l'opinion. Et en ce qui concerne le gouvernement et la justice, surtout, à s'auto-saisir de ce dossier pour que toute la lumière soit faite par rapport à cette affaire. Et en ce qui concerne le salaire, que le gouvernement puisse marquer le pas, montrer que, oui, ce gouvernement est différent des autres en affichant, en informant l'opinion publique par rapport à combien gagnent aux émoluments de nos ministres et du président de la République. C'est une question de bonne gouvernance, de transparence que nous appelons de tous nos voeux. Nouveaux collégiens, je leur souhaite félicitations, je les félicite. À ceux qui n'ont pas réussi cette année, je les encourage à ne pas baisser les bras. L'année prochaine sera la bonne. Merci beaucoup à tous. Merci Ruben Abadagan. Alors, nous revenons à vous, Dr Mohamed Awali Akintola, pour prendre de vous justement votre mot de conclusion. J'aime pas parler de mot de fin parce que nous avons encore à dire. Mot de conclusion par rapport au premier sujet que nous avons abordé ici, moi je dis simplement, chacun d'entre nous a retenu une leçon de cet épisode-là.
du ministre Akpona, du gouvernement et ainsi de suite. Juste pour dire, moi je souhaite bon vent au ministre Akpona, ceci n'est rien d'autre qu'une étape de son parcours politique et c'est peut-être un mal pour un bien qu'il sait. Les voies du Seigneur sont insondables. Une chose est sûre, lorsque vous faites un chemin d'apprentissage ou d'exercice de vos compétences, vous acquérez au fur et à mesure de la maturité. Si aujourd'hui nous sommes en train de supposer, et là je dis encore supposer, que sa démarche a été une démarche peu appréciée, une démarche erronée et tout ça, nous le disons juste à la mesure des éléments d'appréciation que nous avons. Qui sait ce que demain nous arrive comme surprise, toujours par rapport à ce même dossier-là. Mais une chose est sûre, c'est que le discernement aurait pu nous aider, aurait pu l'aider à éviter, à s'éviter à lui-même et à éviter à la République toute cette scène dramatique-là. Mais bon vent à lui, il demeure toujours ferme. Je crois qu'il y a au plus 1 heure ou 2 heures de temps, j'ai lu, bon, c'est pas directement une déclaration de lui, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il aurait, après son débarquement du gouvernement, tenu des propos où il réaffirme son soutien au président de la République et à la dynamique du nouveau départ. Je pense que c'est ce qui est attendu de tout soldat. C'est pas encore de source officielle en tout cas. Oui, bon, c'est pas dit. Je dis, s'il l'a fait, très bien, je lui dis bravo pour l'avoir fait. Ça veut dire qu'il tient bon, il sait ce qu'il est en train de faire. Et peut-être même que ces déclarations-là, même maladroites, s'inscrivent toujours dans ce désir-là d'accompagner l'action de lutte contre la corruption, contre l'opacité de la gestion des fonds publics. Vous voyez, M. Akpona serait-il devant nous là actuellement, qu'il tiendrait peut-être ces arguments-là. Donc en cela, je dis simplement que sa posture, s'il l'a déjà dit, c'est bien. S'il ne l'a pas encore dit, je l'invite naturellement à le faire. C'est la meilleure posture qu'on peut attendre d'un soldat qui est convaincu de la lutte qu'il est en train de mener aux côtés de ses camarades et derrière son commandant en chef. Par rapport à la question orale des députés de la minorité parlementaire, donc l'opposition à l'Assemblée nationale, je répète, c'est leur droit le plus absolu, les textes de la République le consacrent. Je les invite juste à ne pas perdre de vue la paix, la cohésion et à éviter surtout à des fins électoralistes, nous sommes tous conscient de ce que je suis en train de dire, à éviter toute manipulation de la masse dans l'intention de servir des intérêts électoralistes. Car beaucoup d'entre eux ont servi déjà la République à ces mêmes postes-là. Et savent. Et enfin, pour conclure, prenant la suite de Ruben par rapport aux résultats du certificat d'études. Que ceux du BEPC qui viennent du bac, j'invite beaucoup les parents à faire attention à leurs enfants parce qu'il y a ce qu'on appelle le traumatisme de l'échec et la suite irréfléchie d'action qui suit souvent. Aujourd'hui, nous y sommes de plus en plus exposés. Faites très attention à vos enfants. Soutenez-les psychologiquement, surtout s'ils se retrouvent en situation d'échec. Et nous connaissons également ceux qui ont l'euphorie et la joie, l'euphorie de la réussite et qui parfois posent des actes qui leur sont préjudiciables, même parfois même leur arrachent la vie. J'attire la société à cette attention-là et mes condoléances à la famille du secrétaire administratif du parti FCBE. Il fut un camarade de lutte parce que j'étais du parti Foscori pour un Bénin émergent et au-delà de tout, c'est un parent. Mes condoléances à sa famille politique et biologique à la République. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi donc se referme la porte de ce plateau duel ce dimanche 29 juin 2025 sur ce plateau. Ruben Abadagan, analyste politique, ingénieur en génie civil, mesdames et messieurs, a donc opiné sur ces questions ici. Aujourd'hui, en face de lui, Dr Mohamed Awali Akintola. Ils ont donc contribué ensuite ces deux sujets retenus pour ce plateau ici aujourd'hui. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Rappelons que toutes nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet est www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre page YouTube, notre chaîne YouTube Etele Bénin, notre compte X Etele en live via notre application iOS et Android. Etele, tout simplement. Etele, avec vous, pour vous, Dimanche politique se poursuit.